J'espère. Euh, c'est ça. La bonne, Je regardais. On devait avoir une réunion à la Depuis. Vous êtes là, je sais pas. Bonjour, je laisse Monsieur Vogel s'installer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose de débuter ce conseil municipal. Formellement, en installant d'abord, il faut d'abord désigner une secrétaire de séance pour pas que je sois ou un secrétaire de séance pour respecter le règlement intérieur. S'il n'y a pas de candidat particulier, je propose que Rachel Sakussi soit la candidate commune pour être secrétaire de séance. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je note que tout le monde est pour et je vous remercie. Le plus jeune étant absent, c'est Thomas Guiraud qui doit faire l'appel et qui appellera donc, je reprends mes esprits et là où j'étais au début, Serge Ivora qui est officiellement installé comme conseiller municipal dans la minorité municipale. Et donc j'en profite pour le saluer, le remercier. Et au prochain conseil, je pense qu'il faudra mettre à l'ordre du jour la répartition des commissions et la prise de poste pour poste ou pas, mais en tout cas la répartition des commissions. Donc Thomas, à toi de faire l'appel. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Armand Rivière, Rachel Sakussi, Manuel Bourguin, Procuration, Mme Garcin-Sodo. Aurélie Mialon, Présent. Robert Vivares, Julie Garcin-Sodo, Thomas Guiraud, il me semble être présent, Daniel Desmoulins, René Verdeil, Jean-Marie Bousquet, Marie Balestero, Daniel Azemar, Xavier Moutou, Cécile Dos Santos, Procuration, Mme Mialon. François Castillo, Katia Siette, Georges Lopez, Nadia Bentard, Procuration, Mme Siette. Patrick Delbach, Nicole Vicente, Benoît Blanc, Anne Sutra de Germain, Gilbert Castinera, Marie-Hélène Chassagne, Procuration, Mme Sakussi. Alain Vogel-Singer, Valérie Forme, Kevin Vertichon, Procuration, Mme Forme. Annick Sadje et Serge Ivora. Je vous propose, à moins que Serge Ivora veuille dire un mot, non? Participer à la municipalité pour construire ensemble et pour essayer aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le patrimoine. Voilà. Merci Serge. Je propose qu'on commence par le point 4 pour pouvoir libérer monsieur, je ne veux pas écorcher son nom, Godin-Mongia, qui représente donc le groupement Cité l'Homme et qui va nous présenter les rapports d'activité sur le partenariat public-privé, donc les rapports d'activité pour 2020-21 et 2021-22. Je vous laisse la parole. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous remercie de me laisser vous présenter les deux rapports d'activité concernant le PVP sur l'éclairage public, les installations de signalisation lumineuse tricolore et illumination festive de votre collectivité. Donc on a deux rapports d'activité. Le premier c'est l'année numéro 8, puis le second c'est l'année numéro 9. Je vous ai fait un condensé de ces deux rapports pour que ça aille assez rapide. Je répondrai bien sûr à vos questions avec plaisir à la fin de la présentation ou pendant la présentation si vous le souhaitez. Donc l'année Marché 8 a couru de juin 2020 au 31 mai 2021. Les débuts du contrat, c'est juin 2013. Il a été établi pour une durée de 15 ans entre les partenaires, la ville de Pézenas, Citylum, Sogetrelec et la société Nouvelle Sanchis. Sur les 3 premières années, des travaux de reconstruction du patrimoine ont été menés. Notamment, on a reconstruit l'intégralité des armoires d'éclairage public. 50% ont été reconstruites complètement et 100% ont été mises en sécurité. Le carrefour à feu a fait également l'objet d'une rénovation complète. On a mis en valeur des bâtiments remarquables et 39% des luminaires ont été reconstruits. Des points lumineux ont été reconstruits au travers d'un programme G4 initial qui s'est déroulé sur les 3 premières années.
tout au long du contrat, les sociétés vous garantissent un taux de panne inférieur à 0,5%, un taux de panne instantané. Et on met en œuvre les simulations de Noël en chaque fin d'année. À la fin du contrat, l'objectif, c'est 43% de dépenses d'économie d'énergie. Aujourd'hui, on en est à 48,2 atteints en année 8. Donc on a 4 postes prévus au contrat. Le G1, ce qu'on appelle G1, c'est la gestion. Le G2, c'est la maintenance, donc c'est relatif à la performance et au taux de panne instantané qui doit être inférieur à 0,5. La maintenance, le maintien du patrimoine avec un programme de remplacement du patrimoine existant, en ce qui concerne principalement l'éclairage public. Et le G4, c'est les travaux qui ont été initialement menés sur votre collectivité, initialement sur 2 ans, mais ça s'est fait sur 3 ans. Au 31 mai 2021, votre patrimoine était constitué de 1331 mâts, c'est-à-dire 76% des mâts étaient neufs ou en bon état. 45% des 2080 luminaires avaient été rénovés et 31% des 2531 sources étaient en LED. Seulement 2,5% étaient considérés comme obsolètes aujourd'hui. Le carrefour à feu était déjà rénové. Les engagements contractuels en termes de gestion énergétique, c'est le cœur du contrat. Donc en année 8, on était sur un objectif à 39,49%. Au 31 mai 2021, on avait un gain de 48,20%, soit un bonus de 8,71%. Donc on avait dépassé très largement l'objectif. Comment on l'a dépassé par l'emploi de sources LED, en faisant baisser la puissance moyen au point lumineux de 131 watts à 68 watts. Donc on l'a quasiment divisé par 2. Ça représente aussi un gain en termes d'abonnement de 100 kVA sur la puissance totale souscrite du parc éclairage public. En ce qui concerne la performance au point lumineux, au début du contrat en année 1, on avait 453 signalements. Donc en année 8, on est tombé à 211. Et sur les 211 signalements, 31% seulement étaient signalés sur le numéro vert. C'est-à-dire que 69% étaient en autodétection au travers de tournées de nuit menées par les entreprises. Tournées de nuit qui sont l'occasion de détecter les points lumineux en panne. On est sur un taux de disponibilité du parc pour l'année 8 de 99,68%. Ça représente environ 8 luminaires en panne et 2523 en fonctionnement à tout instant. Alors vous allez me dire certainement que 8 luminaires, ça fait beaucoup. Sur 2523 luminaires à tout moment, ça fait assez peu. Le programme renouvellement du patrimoine, donc on a le volet G3. Le montant de l'année 8 en termes d'investissement, c'est 78 245,24 € hors taxe. Les travaux qui ont été renouvelés, qui ont été réalisés, c'est du renouvellement du patrimoine d'éclairage public. Donc c'est du changement de mât et de lanterne ou uniquement de lanterne, par des lanternes à source LED, vous l'avez compris. Les rues Henri Reboul, un poste Louis Blanc et d'autres rues étaient concernées. Le volet G3NP, parce que ça c'était le G3P programmé, NP non programmé, ça concerne les sinistres, le vandalisme sur la commune, les accidents. Principalement des mâts accidentés, soit au travers d'accidents de la route, des voitures qui rencontrent des candélabres. Ça représente 22 000 €, 22 536,67 € hors taxe. C'était l'année 8. Est-ce que je présente l'année 9 et vous posez vos questions après, ou est-ce que vous avez déjà des questions? Allez-y. L'année 9, la présentation est basée de la même façon. Voilà. Donc, le contrat reste le même. En année 9, on a fait 49,7% de réduction d'économie d'énergie.
Les postes prévus au contrat restent les mêmes. L'EMA, ben forcément, on en a remis un peu plus en état, donc on est monté à 77%. Sur les luminaires, on est monté à 48% de rénover. Les sources LED, ben, on est passé à 33,5%. Seulement 2% sont maintenant considérés comme obsolètes. Le carrefour à feu, qui est 100% en LED, est toujours considéré comme quasiment neuf. Engagement contractuel, on avait un objectif à 40,21%. On est à 49,70% à ce jour, soit un bonus de 9,49%. On a dépassé l'objectif de près de 10%, un peu moins. On est maintenant à 67 watts au point lumineux en moyenne. Et ça continuera à baisser, et on a fait l'économie de 5 kVA de plus au niveau des abonnements des armoires d'éclairage public. En maintenance, on a encore moins de signalements que l'année précédente. On est tombé à 176. De mémoire, on était à 200 et quelques l'année 8. Et on est toujours sur le même pourcentage de signalements sur le numéro vert, c'est-à-dire que les 2/3 sont détectés par les entreprises. En termes de taux de disponibilité, on est toujours inférieur à 5% de panne, à 0,5% de panne, excusez-moi. Et on est à du coup un taux de disponibilité supérieur à 99,69%. Et ça représente 8 luminaires, toujours. En termes de maintien du patrimoine, on est sur un investissement similaire, à 78 245,24 €. Et c'est toujours du renouvellement d'éclairage public sur des voies, d'autres voies. Là, on s'est consacré plutôt au passage piéton, au carrefour de l'avenue Paul Vidal et de la Blache et le chemin de la Fessine. On peut citer boulevard Voltaire, le passage Voltaire, la place du marché de Troyes-Suisse, entre autres. Les travaux non programmés représentent un peu plus, 22 536,67 €. Et ça concerne des mains accidentées et la pose de luminaires en façade. Est-ce que vous auriez des questions? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, donc je vous remercie pour la présentation. Je propose qu'on aborde du coup le point suivant, puisqu'il est lié, et c'est donc la volonté, on en avait déjà parlé en conseil, d'expérimenter sur Pézenas aussi l'extension de l'éclairage public de nuit sur une tranche expérimentale qui serait de 0h à 5h du matin. Cela démarrerait le 24 novembre ou le 22, puisqu'il faut une quinzaine de jours pour programmer les armoires comme il faut. L'idée et l'essai serait sur l'intégralité de la ville. On a réfléchi longtemps de savoir si on sectorisait ou si on essayait d'abord l'intégralité. Donc l'idée effectivement de faire sur l'intégralité de la ville, ce qui aussi fait que les éclairages de Noël seront coupés en même temps, sinon il pouvait y avoir ce biais-là, et d'ici quelques mois de pouvoir voir l'impact, y compris l'impact pour la population, sachant qu'il est démontré que ça n'a pas de conséquences sur l'insécurité, même peut-être au contraire, que la gendarmerie récemment en bureau communautaire a proposé d'accompagner toutes les communes qui le feraient, donc accroît les rondes au moment de ce passage-là, et cela nécessitera aussi d'autre part certainement dans le prochain budget de prévoir une somme d'investissement pour pouvoir régler les horloges à distance et par nos moyens, puisque par intervention du PPP, évidemment, c'est facturé, et qu'il y aura certainement des périodes aussi de l'année où les horaires pourraient être différents, pensons à l'été notamment, où la vie de la ville se termine un peu plus tard, mais aussi peut-être à des périodes festives où la ville pourrait être éclairée toute la nuit si besoin en été, ou en tout cas sur des plages différentes. Donc on ne va pas à chaque fois avoir recours à un prestataire extérieur, on va essayer de pouvoir le faire en régie. Cela aura un investissement assez conséquent, mais utile pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Je vous propose de le passer aux voix parce qu'il faut une délibération du principe du conseil municipal qui n'était pas forcément obligatoire, mais on trouvait bien que l'annonce publique soit en conseil municipal, puisqu'on en avait déjà parlé. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc tout le monde, je vous remercie. Je vous remercie pour votre présentation et à bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.
Donc, je vous propose de reprendre l'ordre du jour du conseil municipal dans le bon ordre. Et la partie suivante est une motion proposée par l'Association des maires de France aux différentes collectivités de France, donc notamment les communes et les intercommunalités, qui est une motion inhérente aux problématiques rencontrées actuellement par les collectivités, à savoir l'impact des crises économiques et de l'inflation sur les finances locales, mais aussi l'impact que pourraient avoir certaines décisions gouvernementales selon les compensations et les modalités de compensation retenues. On pense à la suppression de la CVAE pour les intercommunalités ou des contrats type contrat de Cahors sur les dépenses de fonctionnement de certaines collectivités régionales ou départementales et qui, par conséquence, pourraient avoir donc des effets sur les communes puisque les subventions pourraient ne pas être les mêmes, ou en tout cas, si les moyens de ces collectivités locales-là n'étaient pas les mêmes, nous en ressentirions aussi les conséquences. Donc, plutôt que d'écrire notre motion, nous avons souhaité, sollicité par l'AMF, de pouvoir adopter ici cette motion qui demande, je vous lis les points essentiels, d'indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation 2023, de maintenir l'indexation des bases fiscales, de renoncer, soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression, de renoncer à tout dispositif qui serait punitif pour l'encadrement de l'action locale, de réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrain dans l'assiette du FCTVA, et de rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une meilleure consommation des crédits votés en loi de finances. Et également sont ajoutés de créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d'avances remboursables, de permettre aux collectivités de sortir sans pénalité financière de nouveaux contrats de fourniture d'énergie lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables, et de donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente, c'est-à-dire aux tarifs régulés avant l'ouverture à la concurrence, quelle que soit leur taille ou leur budget. Donc cette motion sera, si vous l'adoptez, adressée au préfet du département et aux parlementaires de notre département. Est-ce que cela appelle des remarques de votre part? Oui, Patrick? Oui, moi je suis favorable à cette motion. Je voulais simplement rappeler, monsieur le maire le sait, le soutien actif à l'Assemblée nationale et éventuellement pour d'autres choses des 3 députés LFI NUPES. Monsieur le maire le sait. C'est important que tout le monde le sache et que ces dispositions-là, actives, restent bien sûr mobilisées. Merci. Je vous propose donc de le passer aux voix s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité. Merci. Il faut approuver le PV de la séance du 21 septembre 2022. S'il n'appelle pas de remarques de votre part, je le mets aux voix aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, tout le monde. Je passe la parole à René Verdeil pour le point suivant et précise que je ne prendrai pas part au vote. Donc, c'est Rachel Sacusi qui présidera la répartition des votes. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Le point suivant est la demande de protection fonctionnelle du maire de la commune de Pézenas. La demande de protection fonctionnelle pour Monsieur le maire est générée par des injures publiées et relayées sur le réseau social Facebook en date du 7 octobre dernier. Ces injures ont visé Monsieur Armand Rivière en qualité de maire et de par ses fonctions. En application de l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales, la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation, contre les outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Dans le cas présent d'injures publiques, Monsieur le maire a déposé plainte et se fait assister d'un avocat ayant subi ces injures et outrages ès-qualité. Monsieur le maire demande donc à bénéficier de la protection fonctionnelle pour la prise en charge des frais qu'il sera amené à exposer. Je propose de passer au vote. Donc, pardon. Bonsoir. Nous avions une question. Est-ce que ces frais seraient pris par une assurance de la municipalité? Oui. Merci. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a deux contre. Et qui est pour?
je condamne le plus fermement possible, hein. C'est ce type d'injures, d'insultes, d'interventions sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est absolument inadmissible, hein, à titre personnel, et je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Après, rentrer, j'en ai subi beaucoup. Je pense que à un moment donné, rentrer dans le judiciaire, c'est pas forcément la solution. C'est pour ça que je m'abstiens, même si je suis complètement aligné avec vous sur le caractère condamnable. Je me rappellerai toujours Claude Alberge qui me disait qu'il avait ramené à un moment donné Jean Ben, qui se faisait copieusement houspiller par certains Picénois et qui voulait derrière attaquer. Claude avait dit à Ben, mais monsieur le maire, vous êtes en dessus de ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut un peu aussi prendre du recul. Donc après, c'est vous qui le ressentez par rapport à vous, par rapport à votre famille, par rapport à votre leadership municipal. Donc je m'arrête là, hein, c'est une décision personnelle. L'abstention, je la justifie comme ça, en étant parfaitement solidaire avec vous sur le fait qu'il est inadmissible qu'on profère ce type de propos. C'est scandaleux et c'est inadmissible. Je crois que René Verdeil veut intervenir. Non, je voulais juste apporter une précision par rapport à la question sur l'assurance, mais je suppose que Madame Sadger le sait très bien. L'assurance couvre une partie, mais pas la totalité. Point 6 du coup, et je laisse la parole à Rachel Sacusi. Alors, avis sur les dérogations au repos. Bonsoir d'abord. Avis sur les dérogations au repos dominical concernant les commerces de détail alimentaires et non alimentaires et les concessionnaires automobiles. Dans le cadre des dérogations à la règle du repos dominical pour les commerces de détail, le conseil municipal est informé des demandes d'ouverture le dimanche pour l'année 2023 des enseignes suivantes. Body Success, 12 février, 4 juin, 18 juin, 26 novembre, 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023. Centre Accord, 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2023. Picard, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023. Lidl, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023. Concession automobile, 15 janvier, 12 mars, 11 juin, 17 septembre et 15 octobre 2023. En application de l'article L. 3132-26 du Code du travail, il est rappelé que la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Le nombre maximum de dimanches autorisés pour le commerce de détail est porté de 5 à 12 par année civile et par secteur d'activité. Si le nombre de dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI dont la commune dépend. Il est donc demandé l'avis au conseil municipal sur ces ouvertures exceptionnelles. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Merci. Donc le point 7, qui est l'approbation du dossier de convention territoriale globale avec la CAF 2022-2026. Je laisse la parole à la triplette Mialon, Guiraud, Demoulin, puisque je les ai à ma droite. Merci, monsieur le maire. Il est rappelé au conseil municipal la délibération du 21 juillet 2022 autorisant monsieur le maire et le président du CCAS à mener des discussions avec la CAF en vue de renouvellement de la convention territoriale globale. Donc, pour rappel, la convention territoriale globale, CTG, c'est une démarche fondée sur le partenariat avec la CAF pour renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des services mis en place pour les habitants des territoires. Elle se concrétise par la signature d'un accord cadre avec une collectivité. Donc, nous nous engageons auprès de notre partenaire CAF pour mutualiser les actions en direction des besoins de notre territoire. La CAF s'engage à nous accompagner et nous soutenir. Au quotidien, ça se traduit par la création, le développement, l'adaptation des services et des équipements en direction de tous les habitants pour répondre à leurs attentes et leurs besoins. Nous faisons un état des lieux, donc un diagnostic. Cela nous permet de partager une même vision, analyser l'existant, repérer ce qu'il reste à développer, améliorer les services. Donc cette convention va se décliner en 6 axes jusqu'en 2026 pour une période de 4 ans
pour la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, le soutien à la fonction parentale, donc la parentalité, le logement, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits et aux services. Concrètement, ça se traduit comment? Pour les petits exemples, après je donnerai la parole à chacun. Par exemple, la transversalité des services avec le projet éducatif ville, donc petite enfance, enfance, jeunesse, le renforcement du partenariat ville-éducation nationale, le territoire numérique éducatif ou encore le projet éducatif de territoire, le PEDT, les gestes qui sauvent, le savoir rouler, les projets avec le centre ressources Molière comme Molière à ciel ouvert, la mixité sociale avec la progressivité des tarifs, notamment le repas à 1 euro qui sera mis en œuvre à partir d'aujourd'hui. La sensibilisation aux biodéchets, les tri sélectifs, qui se font à la cantine, aux ALP, au centre de loisirs, le lien avec les écoles. Encore le conseil municipal des enfants, démocratie participative dès le plus jeune âge, le lien avec les écoles, la jeunesse et le conseil municipal des adultes, et bien d'autres encore, mais je vais laisser la parole à Thomas. Oui, donc concernant la partie jeunesse, donc nous avons ajouté donc à cette CTG donc la formation BAFA, donc qui va encore voir le jour pour 2023 et qui va se poursuivre. Donc c'est notre souhait en tout cas sur les années suivantes. Nous allons aussi donc renforcer notre collaboration avec la Croix-Rouge et le Secours populaire sur donc les JEDI, donc les jeunesse engagement développement immersion. Voilà, c'est les jeunes stagiaires qui viennent travailler chez nous l'été. Donc nous avons aussi la création d'un LSH pour les adolescents. Nous allons aussi avoir le Festival des jeux vidéo qui va avoir sa deuxième édition en 2023, la web radio qui va voir le jour aussi en 2023, et donc l'atelier graphe aussi qui démarre maintenant et qui va se finir en 2023. Et voilà, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Daniel, tu veux prendre la Alors, je suite? prends le relais, puisque nous sommes une triplette, donc on se complète. Hein. Donc, le CCAS porte 4 thématiques. Donc, l'accès aux droits sociaux, ce qui a permis de recruter un conseiller numérique avec des permanences et des ateliers, Quentin Favre qui réside aux permanences sociales, la mise en valeur des permanences sociales des différents acteurs sociaux, France Service, CAF, Sécurité sociale, la petite enfance avec le centre multiculturel Les Pitchounets. Donc nous avons l'ouverture de 4 places supplémentaires, la continuation des repas élaborés sur place, la mise en place du conseil des parents qui doit débuter à la fin du mois de novembre et le projet d'une étude énergétique par rapport au solaire sur la crèche. Ensuite, au niveau de la parentalité, nous avons le soutien et l'accompagnement des associations avec la petite enfance et le projet de création de la maison de la parentalité qui est soutenu par la CAF. L'animation de la vie sociale, c'est la création pour 2023 d'un centre municipal socioculturel. Voilà Thomas, à toi. Oui, donc je termine simplement. Donc la version finale du dossier donc, elle sera transmise à notre partenaire CAF qui reprend à la fois un bilan de la période écoulée, les objectifs de la prochaine et les fiches actions qui mettront en œuvre cette convention. Il sera organisé donc 2 comités de pilotage par an, réunissant donc élus de la ville, partenaires CAF, techniciens et acteurs extérieurs, qui permettront de suivre le déroulé de cette collaboration. Donc, Monsieur le maire demande au conseil municipal de valider le dossier de présentation de la convention territoriale globale qui permettra la signature de la convention avec la CAF de l'Hérault. Monsieur Bourgel. Juste une question sur le territoire en question. Quand on parle de convention territoriale, donc quelles sont les communes concernées au-delà de Pézenas? C'est une convention territoriale communale. C'est uniquement. Oui, c'est le terme générique utilisé par la CAF parce que il y a des territoires qui sont en intercommunalité pour les questions de jeunesse. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour l'unanimité. Et puisque Thomas Guiraud avait le micro, je lui laisse. Je vous ai parlé donc de la formation MAFA juste avant, je vais en dire un petit mot. Donc après rencontre et bilan des actions de l'année 2022 et suite à une volonté réelle de poursuivre un partenariat entre Léo Lagrange Méditerranée et la mairie de Pézenas, il a été convenu d'établir la convention jointe afin de définir les modalités de partenariat pour la mise en place de formations d'animateurs pour l'année 2023. Donc le coût de la formation générale BAFA tout public est de 370 €.
Dans le cadre de ce partenariat, donc le coût pour les jeunes résidents à Pézenas et dont l'inscription est faite par les services de la ville est de 300 €. Voilà, donc la ville participe à hauteur de 70 €. Celle-ci aura lieu donc du 26 février 2023 au 5 mars. Le coût de la formation d'approfondissement BAFA, tout public, est de 360 €, donc dans le cadre de ce partenariat. Le coût pour les jeunes résidents à Pézenas et dont l'inscription est faite par les services de la ville est de 290 €. Donc là aussi, la ville participe à hauteur. Celle-ci aura lieu donc durant les vacances d'automne 2023. Donc ça, c'est dates qui sont encore à définir. Donc Monsieur le maire sollicite du Conseil l'autorisation de signer la convention susmentionnée. Voilà, sachant que bien sûr, donc la ville de Pézenas offre donc aux jeunes la possibilité donc de faire les 3 phases au sein de la ville de Pézenas. Voilà, sachant l'aspect théorique, la pratique et l'approfondissement. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc tout le monde, je vous remercie. Et Julie Garcin-Soto pour la fibre sur l'immeuble de la rue Louis Blanc. Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, ces points concernent la sollicitation de la société ROTHD vers la commune dans le cadre d'une délégation du service public avec le département de l'Hérault pour le déploiement du réseau en fibre optique. Et donc, c'est pour autoriser de poser les boîtiers et câbles de la fibre sur les façades de notre immeuble où il y a en particulier les associations. Son accord est indispensable, l'autorisation accordée par le propriétaire, c'est-à-dire la ville, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau en façade de l'immeuble, ainsi que les opérations d'entretien des abords du réseau. Il est convenu entre les parties que les éléments restent la propriété exclusive du département de l'Hérault. Et pour cela, monsieur le maire sollicite le conseil pour donner l'autorisation de signer cette convention que vous avez en pièce jointe. Il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. René Verdeil pour une vente de parcelles. Oui, monsieur le maire, informe le conseil que la SAS Duval Promotion a fait l'acquisition de la parcelle BM 330 afin de réaliser un projet immobilier, mais que cette parcelle était enclavée. La SAS Duval Promotion souhaite faire l'acquisition de cette parcelle afin de créer de la parcelle BM 490 afin de créer un accès sur la rue Louis Audibert. Monsieur le maire propose donc de vendre la parcelle BM 490 au prix de 20 000 €. Il précise que la parcelle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle BM 486 appartenant à l'Assemblée de Dieu et que la vente de la parcelle BM 490 entraîne le transfert de la servitude. Monsieur le maire sollicite donc du conseil l'autorisation de signer l'acte de vente à intervenir au profit de la SAS Duval Promotion pour la parcelle cadastrée BM 490 ainsi que toutes les pièces annexes pour un prix de 20 000 € conformément à l'avis des domaines. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Non, juste savoir comment ça va circuler ensuite, une fois que la ville aura cédé cette parcelle. L'idée, c'est que ça sorte donc par la rue Louis Audibert, bien Ça évidemment. rentre et ça sort par la rue Louis Audibert parce qu'il n'y a pas d'entente entre le propriétaire de la parcelle en dessous, enfin déjà construite. C'est pas le même investisseur ou promoteur enfin, c'est 2 parcelles différentes puisqu'il y a des logements sociaux qui ont été construits là juste à côté de la distillerie. Et donc du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre eux pour une éventuelle sortie. Du coup, D'accord. oui, ça nécessitait de désenclaver la parcelle si ça avait été soit le même promoteur, soit s'il y avait eu un accord. On aurait pu faire autrement, mais le fait que vous avez un promoteur totalement différent avec un projet différent, ça rentrera et ça sortira. Donc il faudra que le projet s'adapte à la capacité de cette route à accueillir les habitants de cette résidence-là. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Jean-Marie Bousquet. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu'une demande de subvention a été sollicitée auprès de la DRAC pour la restauration du tableau de la collégiale Saint-Roch par délibération en date du 21 septembre 2022. Cette opération peut également bénéficier d'aides complémentaires pour ce projet de valorisation du patrimoine culturel. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subventions complémentaires auprès du département, de la région, de l'État et de tout autre organisme. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie.
Le point 12, c'est la validation du projet de convention d'opération de revitalisation du territoire ORT multisite de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Comme vous le savez, en date du 21 mai 2021, Florensac, Montagnac et Pézenas ont adhéré au dispositif Petite Ville de demain et nous avions 18 mois pour finaliser une convention d'opération de revitalisation du territoire. Convention qui sera un avenant à la convention d'ORT de la ville d'Agde qui avait été retenue bien avant comme action cœur de ville. Donc, ça devient une opération de revitalisation du territoire multisite. Donc, l'essentiel des discussions avec l'État, notamment, a été sur le périmètre d'intervention, en tout cas public, ou des projets publics dans le cadre de Petite Ville de demain. L'intérêt principal de l'ORT, c'est de pouvoir faire bénéficier les habitants, les propriétaires privés et les investisseurs de subventions bonifiées ou d'opérations de défiscalisation du type de Normandie pour des travaux dans les logements dont ils feraient l'acquisition ou dont ils auraient la propriété afin de les louer. Donc c'est une manière de lutter contre le logement vacant en cœur de ville ou en tout cas pour la rénovation du logement en cœur de ville. Pour le reste, sont annexés aussi des projets de la commune qui peuvent être modifiés dans le temps par avenant et qui feront l'objet de discussions avec les partenaires habituels dans le cadre des contrats bourg-centre ou autres partenariats qu'on peut avoir avec les autres collectivités locales. Mais je crois que le point essentiel à souligner sur lequel nous devons en partie axer notre communication dans les semaines à venir, à partir du moment où la convention sera formellement signée au siège de l'agglo ou ailleurs d'ailleurs, mais avec les différents maires et la communauté d'agglomération, c'est les atouts pour les investisseurs et les propriétaires privés pour pousser à la rénovation des logements. Voilà synthétiser la longue délibération qui était envoyée dans la note de synthèse. S'il y a des questions, nous pouvons y répondre. Donc je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie et je passe la parole à Benoît Blanc. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est rappelé que conformément à l'article 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et les communes de 2000 habitants et plus ont la possibilité de recruter sur un emploi fonctionnel un DGS. Pour nommer le nouveau DGS, l'arrêté municipal nominatif doit faire référence à une délibération créant le poste. Même si ce poste a été régulièrement affiché au tableau des effectifs permettant les mutations et recrutements au fil des années, l'historique des délibérations anciennes existantes a créé un décalage avec la réglementation actuelle. Il convient donc de prendre une nouvelle délibération de création de poste DGS de communes de plus de 2000 habitants, conformément à l'article 313-1 du Code général de la fonction publique, en vue de conforter son inscription au tableau des effectifs. L'emploi fonctionnel est pourvu par voie de détachement par un fonctionnaire de catégorie A et les crédits afférents à sa rémunération, régime indemnitaire inclus, sont inscrits au budget. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix donc. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour l'unanimité. Le point 14 sera retiré de l'ordre du jour parce qu'il manquait un dossier dans l'envoi de la note de synthèse. Et donc, ce serait difficile de vous faire approuver une question où un dossier devait être joint et ne l'était pas. Et, nous l'avons constaté malheureusement qu'aujourd'hui. Donc, il sera remis au prochain conseil municipal. Le point 15 est l'approbation de la modification simplifiée numéro 1 du PLU. Nous avions adopté l'ouverture de cette modification simplifiée et les règles mises en pratique. Et elle était essentiellement technique de remarques faites par les personnes publiques associées dans le cadre de la rédaction du PLU. Donc, c'est des reports graphiques ou des impressions de règlements ou des règlements écrits qui pouvaient manquer, des listes de bâtiments autorisés à changer de destination. Donc, nous avons respecté les règles que nous avions nous-mêmes fixées. Du 8 août au 23 septembre, le dossier de modification a été mis à disposition du public. Il était consultable donc au service technique. Il était accompagné d'un registre mis à disposition aussi où le public pouvait formuler des observations. Il pouvait également formuler ses observations par écrit, soit en s'adressant directement à l'hôtel de ville, soit par une adresse mail. Il a aussi été mis en ligne. Un avis public avait été inséré dans Midi Libre. Donc, je vous expose que le registre d'observation clos le 23 septembre 2022 n'a enregistré aucune intervention de la population. Une seule observation est annotée sur le registre numérique. Il s'agit du gestionnaire
RTE qui émet des observations sur la servitude d'utilité publique I4 et sur le règlement. Ces éléments seront repris ultérieurement dans le cadre d'une future révision générale du PLU et des espaces boisés classés. Nous avons également versé au dossier la mise à disposition de 6 avis des personnes publiques associées, la région Occitanie qui n'a pas fait d'observation, SNCF Réseau qui n'a pas fait d'observation, le département de l'Hérault qui a émis un avis favorable, la Chambre d'agriculture de l'Hérault en date de septembre 2022 qui informe la ville que les compléments apportés au règlement de la zone A2 ne relèvent pas du PLU mais de l'instruction des projets. Donc la ville retire ce point de la modification simplifiée numéro 1 et l'étudiera dans le cadre de la future révision générale du PLU. Cependant, la référence à l'article R 111-27 du Code de l'environnement dans le préambule des zones A et N est conservée. La DDTM Sato en date du 7 septembre 2022 concernant le report de l'amendement Dupont au sud de la ZE d'Hérodette. L'erreur graphique sera corrigée, le périmètre initial de 2015 réintégré. La mission régionale d'autorité environnementale en date du 23 septembre 2022, décision de dispense d'évaluation environnementale. Au regard de l'absence de remarques ou d'opposition de la population et des personnes publiques associées, je vous propose, je considère, ou nous considérons en tout cas, que le bilan de la mise à disposition est favorable. Donc je vous propose de l'approuver et d'en tirer le bilan favorable. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Monsieur Vogel. Et moi, j'en avais une sur le retrait du point 14. Donc, est-ce que le fait d'avoir l'ORT qui est active aujourd'hui va pas remettre un peu en cause aussi ce dossier du point 14, puisqu'il y a certains avantages qui peuvent être dans le cadre de l'ORT pour le dossier qui était prévu. Point d'interrogation. Deuxième question, sur la modification du PLU, simplement, c'est l'occasion pour moi de poser la question, où en est-on du parc Lépine? Est-ce que vous avez de l'information sur ce dossier-là? Sachant que c'était, bon, les écologes ont disparu, ça je l'ai bien vu, mais que devient le projet du parc Lépine, s'il vous plaît? Donc, sur le point 14, pour l'instant, l'ORT est approuvée par nous, mais elle n'est pas signée, donc elle n'est pas active. Ça reste quand même une possibilité, la DPU qui déclenche d'autres aides, ou elles seront complémentaires? Elles seront complémentaires, donc les deux, ça ne s'handicape pas. Et à l'investisseur aussi de choisir le dispositif qui peut être le plus favorable. Il y a un moment que le dossier traîne, ou en tout cas, on regrette de devoir le reporter au prochain conseil, mais souffrait quand même, quoi qu'il arrive, d'une fragilité juridique donc qu'on ne pouvait pas faire porter à l'investisseur. Sur le parc de l'Épine, ce que j'en sais, puisque j'étais en réunion tout à l'heure à la communauté d'agglomération, il y a quelques investisseurs, ou en tout cas porteurs de projets privés qui sollicitent tant la famille Lépine de son côté que la communauté d'agglomération et les communes de Caux et de Pézenas. Donc, nous en avons reçu par exemple cet après-midi 2, mais pour l'instant, il n'y a rien forcément d'avancé et d'acté sur un projet type. Et pour ceux qui seraient des écologues, ça dépendrait d'où elle se situe, parce que c'est aussi un espace boisé classé, donc ça nécessiterait une révision des deux PLU qui paraît compliquée, ou en tout cas qui nécessitera un débat dans les deux conseils municipaux de Caux et de Pézenas. Donc pour l'instant, c'est un statu quo, bien qu'il y ait des investisseurs qui soient en mesure de faire des propositions concrètes et aux vendeurs et aux collectivités partenaires qui avaient signé sous la précédente mandature une convention avec l'EPF. Sur ce dossier, s'il y a des investisseurs privés, il y aura une partie publique quand même, une intervention publique pressentie sur le parc? Alors à cette heure, non. Si c'est un projet 100% privé qui ne nécessite pas une intervention un portage foncier, il n'y a pas de raison qu'il y ait une intervention publique. Il faudrait soit que l'intégralité des terrains ne soit pas acquis et que le public estime qu'une partie des terrains peut être acquis par le public, soit qu'il y ait besoin d'un portage foncier quelconque. Mais à ce jour, on n'est pas dans ce cas de figure-là, d'autant que je vous le dis, hein, on n'est pas. Je ne crois pas qu'il y ait de proposition ni concrète d'achat. Les deux personnes que j'ai pu voir sont encore dans le montage de projet plus que dans la proposition ferme et définitive, sachant aussi que la période actuelle et le recours à l'emprunt est aussi délicat, donc peut fragiliser certains projets qui sont en apparence solides. Mais on veillera, puisque je crois que c'était l'objet de la convention avec l'EPF, que le projet respecte et les lieux et qu'il ait un esprit qualitatif pour
pour les deux communes. De toute façon, déjà, nos PLU ne permettent pas de faire n'importe quoi sur le site. Et le fait qu'on ait le veto, je sais pas un veto, mais on va dire la possibilité de préempter via l'EPF, ça permet aussi de pouvoir discuter sereinement avec des porteurs de projets. De rien, vous avez dû recevoir le tableau des décisions. On n'a pas voté la révision. Alors, il faut voter la révision, la modification simplifiée du PLU. Vous voyez, dans le débat sur les PIN, j'étais passé à autre chose. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Donc, vous avez dû recevoir le tableau des décisions. Je ne sais pas s'il appelle des observations de votre part. Je ne sais pas s'il y a des questions diverses. Oui. Juste une petite question sur l'affaire Combel contre la commune. L'affaire Combel contre la commune, alors c'est un projet immobilier au bout de l'avenue de Verdun, j'ai pas le nom de l'impasse ou de la petite rue, mais qui longe, qui donne derrière l'entrée de la route d'Agde. Vous voyez, c'est juste une petite rue où un propriétaire veut édifier un bâtiment qui répond aux normes du PLU, donc qui a été accepté après instruction des différents services et avis des différents services, mais qui est attaqué par les propriétaires riverains. Et étant donné que la commune est signataire du plan du permis de construire, elle est attaquée de fait. Donc on est obligé de prendre un avocat pour nous défendre ou au moins nous assister, sachant que voilà, c'est l'affaire de propriétaires privés et de voisins entre eux. Si on peut amener du lien ou de la solution, on le fera. Mais ça a été visé par la communauté d'agglomération qui a instruit, mais surtout, il n'y a pas eu d'avis négatif des autres personnes consultées dans le cadre de l'instruction du permis de construire. C'est une attaque de permis de construire que nous avons signée. Je vous souhaite une bonne soirée alors.